a bien failli la perdre. Relayée au rayon des accessoires ringards, il s'en est fallu de peu qu'elle se retrouve parquée entre la Défense et le 8e arrondissement. On avait presque peur de sortir avec, et pour la porter sans avoir l'air d'un notaire, il fallait avoir fait ses premiers pas dans un costume sur mesure. C'est dire. Soyons honnêtes, si le casual wear a fait des ravages, le manque d'originalité de l'accessoire, rigide et flanqué de son sempiternel bout en pointe, n'est pas pour rien dans sa mise au banc. On a beau varier les nœuds, simples, doubles, croisés, porter lascaux dans les grandes occasions, la tradition se perd. D'ailleurs, on ne sait même plus faire les nœuds, et on fourre sa cravate alibi, celle que l'on dégaine quand il est mentionné tenue de cocktail au bas du carton, le nœud vaguement desserré direct au fond du tiroir. J'avais rétorqué il y a 4 ans, puisque la maison a 4 ans aujourd'hui, que c'était encore à l'époque sur les rez-de-chaussée des grands magasins et qu'on trouvait ces produits-là. Moi au contraire, je me disais si c'est encore au rez-de-chaussée des grands magasins, c'est qu'il y a bien une raison. Plus on monte dans les étages, moins il y a de ventes. Donc je me suis intéressé au contraire à ce produit-là. Après j'ai regardé son histoire. Il n'y avait pas de cravatier en France. Alors c'est vrai qu'il y a plein de maisons qui travaillent la cravate. C'est pas leur cœur de métier. Après effectivement, je me suis intéressé à l'histoire de ce produit-là et au titre du métier de cravatier, qui était en fait un officier de la chambre du roi qui tous les matins apportait plusieurs rubans pour que le roi puisse choisir et s'enrubanner avec des couleurs et des soirées différentes. Ça m'a tout de suite interloqué. J'ai regardé le nombre de fabricants qui restaient en France, qui était à l'époque en tout cas au nombre de 3. Et un atelier à Paris que j'ai rencontré a accepté de rentrer dans cette aventure de Maison F et d'apporter des nouveautés et d'essayer de nous sortir de cette cravate pointe diamant et de ce nœud papillon battoir ou pointe diamant que tout le monde a travaillé dans toutes les couleurs, toutes les matières. Ça aurait été dommage. Elle ne manquait pas de panache pourtant, la cravate, nouée au cou des soldats de terre cuite du premier empereur Quint ou des mercenaires croates de la guerre de 30 ans. Avant que la révolution industrielle et les temps modernes n'en fassent un accessoire petit bourgeois tendance conformiste, la cravate est un festival. Un accessoire de cour, une débauche de soie et de ruban, une manifestation de dandysme pur. Elle enchante la cour de Louis XIV, on l'arbore aux courses à Ascot, parce qu'en ce temps-là, on savait vivre, monsieur. On savait s'habiller aussi. À l'époque des Balzac, etc., c'était énormément de rubans, de nœuds, de lavalières. Ils étaient super créatifs. J'ai des livres qui sont remplis d'images de différents nœuds, de façons de nouer. Les femmes aussi en portaient. La cravate s'est standardisée et est devenue le patronage qu'on connaît, qui était fait par un Américain, qui avait fait d'ailleurs un dépôt de ce patronage coupé en biais. Et effectivement, ça s'est industrialisé, normalisé. Tout le monde est resté dans ce créneau-là. Et j'essaye d'en ressortir. Donc moi, effectivement, j'essaie peut-être de revenir au temps de Balzac un peu, mais avec des fonctionnalités plus contemporaines, des formes plus jeunes. Là, c'est une pièce de tissu sans entoilage. C'est juste la soie coupée en biais. François-Régis Laporte est parti en croisade contre la banalisation du style. Il a décidé de réhabiliter la cravate et ses avatars, Ascot, Lavalière et Neupac, quitte à leur faire subir un bon lifting. Pour notre hussard du style, il y a toute une éducation à refaire. La cravate était surtout un symbole business, on la met pour aller au travail, pour sortir, et à l'époque, on la mettait pour être jolie. C'était bien là toute la différence. Donc nous, aujourd'hui, les produits qu'on essaye de sortir, ils sont des produits pour être beaux et attirer l'œil. Au sein de ma collection, on a plein de patronages différents qui permettent de faire plusieurs silhouettes. Effectivement, les cravates à nouer par 2, par une, les cravates avec des pointes biseautées, des pointes carrées, des pointes asymétriques, des nœuds papillons qui sont à clipper, à nouer aimantés, des broches, des fleurs de boutonnière. C'est très très vaste. Je crée pour donner l'envie aux hommes d'avoir la possibilité de créer un look et une silhouette différente et le matin se dire qu'est-ce que je vais mettre, quelle couleur, quel volume, quelle taille. Quand on ouvre son tiroir et qu'on n'a que de la cravate pointe diamant en 7 ou en 8 cm, c'est sûr que le choix n'est pas original. Qui l'eût cru, la cravate croate revient en force et l'on se bouscule rue de Verneuil pour se procurer les cravates contemporaines de Maison F. Montée à la main dans un atelier parisien et coupée dans les plus belles soies lyonnaises, tuile ou taffetas, elle donne envie de jouer un peu.
Croates, courtes ou extra slim à porter par deux, on les trouve même pré-nouées. La croate est effectivement le modèle que j'ai remis au goût du jour, qui était en fait une pièce de tissu qui était portée par les hussards croates pendant la guerre et qui a été très remarquée et qui est quand même remontée à la cour de Louis XIV. Dommage de ne pas d'ailleurs en retrouver, et ça fait depuis le début qu'on fait ce produit-là, et les femmes, aussi bien que les hommes, apprécient de le porter, parce que ça change d'un bandana, d'une lavalière. Voilà, c'est du changement, ça c'est sûr que le changement peut surprendre, mais peut aussi séduire. Avec un ascot comme ceci, on fait bêtement un nœud de cravate italien. Donc là, c'est une soie taffetas qui est très cassante. On ne peut pas indéfiniment proposer le même produit dans X ou Y matière. Et je le vois même, moi, dans notre boutique rue de Verneuil à Paris, il y a beaucoup de messieurs qui rentrent et qui ont, je sais pas, une quarantaine d'années, ou même 45, 50, et qui me disent « Mais moi, j'en ai 80 des cravates chez moi. Mais j'ai 80 fois la même !» Donc une fois qu'il est rentré, il découvre et il voit déjà toutes ces couleurs. On ouvre les tiroirs et il voit différentes pointes, différentes largeurs, différentes façons de les porter. Et bien ils ressortent de là avec un produit Maison F en se disant « Tiens, celui-là je l'avais pas ». Je suis assez chauvin et je me suis intéressé à mon pays, donc soierie lyonnaise. J'ai pas cherché à travailler la laine ou des draps ternes ou secs, des feutrines, etc., comme d'autres marques peuvent les proposer. En Angleterre, on trouvera beaucoup de cravates dans des tweeds, des lainages, des écossais. Nous, on est en France et on sait faire de la soie. Donc, je travaille tous mes produits et toutes mes formes sont principalement développées dans des soieries très luxueuses et chatoyantes. Tout est fabriqué à Paris, dans le dernier atelier parisien. Il y a une quinzaine d'ouvrières en place et d'autres personnes à l'extérieur qui, comme à l'époque, on leur coupe des pièces de tissu, elles viennent les chercher, elles les montent chez elles roulotent les pochettes et elles les ramènent et ensuite ça part en livraison. Il y a plus de 3000 références de soie, c'est une banque de données incroyable. On a beaucoup de costumiers de films qui viennent chez nous chercher des tissus qu'on ne trouve plus. Enfin, c'est vrai que c'est incroyable. C'est une facilité incroyable d'être sur Paris et de pouvoir créer à Paris, fabriquer à Paris, contrôler. Enfin, il n'y a plus cette distance que d'autres peuvent avoir. C'est très réactif, ça c'est sûr que ça n'a pas de prix. Un petit air de renouveau qui redonne même des ailes aux nœuds papillons, qui se dote pour l'occasion d'un nouveau système de fixation breveté. Quant aux embouts, il n'est pas interdit de s'amuser. Que de sirènes, trèfles, carrés, libellules ou érotiques, le nœud pape dope son potentiel mode.